bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres de ce premier JT de la semaine. Manifestation à Sarreguemines aussi contre le pass vaccinal. Plus de 150 personnes ont défilé samedi dans les rues du centre-ville. Banderoles et slogans anti-vaccins étaient exhibés et scandés par des manifestants souvent non masqués. Depuis le 3 janvier, de nombreux salariés en télétravail sont cantonnés à leur domicile et désertent les commerces. Tout un pan de l'économie est touché par les retombées de ces mesures. En premier lieu, les restaurateurs pour le service de midi, mais ils sont loin d'être les seuls. À 2 doigts de l'exploit, ou plutôt à 2 points de la victoire, les basketteurs du Pays de Beach se sont finalement inclinés 76-77 dans le match qui les opposait à l'équipe d'Eschbar-Valbourg qui évolue 2 niveaux au-dessus. C'était une rencontre dans le cadre de la Coupe du Crédit Mutuel. Après une année blanche, 2022 signait le retour du traditionnel concert du Nouvel An à Sarralbe. Musique de film, opérette et airs d'opéra italien ont été interprétés par la Philharmonie de Strasbourg. Sarreguemines à l'heure argentine, le casino des faïenceries a vibré au son du tango avec le spectacle Tanguissimo. 4 musiciens et 2 danseurs étaient sur scène dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. Vous découvrirez aussi l'interview de Pierre-Jean Didiot, réalisée à l'extérieur pour limiter les risques en cette période de pandémie. Aujourd'hui, c'est le maire de Sarralbe qui est face à l'objectif. En direct, mais dans un autre studio, Marie-Morgane est dans les starting blocks pour sa chronique. Et alors, une fois n'est pas coutume, dans ta chronique web, tu vas parler de politique. Exactement, je vais vous présenter 3 applications pour vous aiguiller avant l'élection présidentielle. Eh ben, on te retrouve dans un instant pour que tu nous détailles ça. La politique a aussi bien évidemment un fort impact sur l'actu et en ce moment c'est le pass vaccinal qui est au cœur des débats. Samedi, de nombreuses personnes se sont à nouveau mobilisées à Sarreguemines pour faire entendre leur colère. Le projet de loi a été adopté hier soir par le Parlement. Il devrait entrer en vigueur cette semaine. Christelle Reviaco et Uranie Tozic sont allés à la rencontre des manifestants. Énième manifestation à Sarreguemines et plus précisément contre le pass vaccinal. Samedi après-midi, plus de 150 personnes ont déambulé dans les rues de la ville pour faire part de leur colère. Je vois absolument rien de sanitaire là-dedans, quoi, hein. On nous ment. Enfin voilà, il faut que les gens ils se réveillent absolument, quoi, hein, parce que là c'est des mensonges. Voilà. Organisée par les citoyens et les professionnels de santé, elle a réuni français et allemands. On appelle tous à l'union, donc ça fait un moment qu'on se rassemble français et allemands. Ça a commencé avec les Gilets jaunes, ça a poursuivi avec les frontaliers de la Brème d'Or. Et aujourd'hui, maintenant qu'il y a les marches de ce type, des marches de citoyens solidaires, on est tous ensemble réunis contre la dictature sanitaire et sociale. Une marche qui s'est voulue pacifiste, aux slogans et affiches explicites, ponctuée de quelques arrêts, notamment devant le palais de justice. Parmi les manifestants, certains n'ont pas voulu s'exprimer, mais hors caméra ont évoqué leur incompréhension face à ces obligations, ont mis en avant leurs propres sources d'informations qui traitent des effets secondaires de la vaccination et ont fait état de la manipulation qu'ils ressentent depuis le début de la pandémie. Je ne suis pas anti-vaccin, hein, mais je suis anti-injection Covid, qui n'est pas pareil. Dans 10 ans, peut-être que je le prendrai. Hein. Le pass vaccinal a été adopté par le Parlement ce week-end et il pourrait rentrer en vigueur d'ici la fin de la semaine. Concrètement, sans schéma vaccinal complet, il ne sera plus possible d'avoir accès à certains lieux comme les bars, restaurants ou encore cinéma et théâtre. Les moins de 16 ans ne sont pas concernés par cette nouvelle règle. Les mineurs de 12 à 15 ans devront continuer de présenter leur pass sanitaire actuel. Mercredi, ce sera au tour des enseignants de manifester à Sarreguemines. Le SNUD-IFO 57 organise une marche au flambeau pour alerter sur leurs conditions de travail en cette période de crise sanitaire. Les élèves et leurs parents sont invités à rejoindre le cortège mercredi à partir de 17 h en zone piétonne de Sarreguemines. Concernant l'état des lieux du Covid dans l'éducation nationale, le rectorat de l'Académie de Nancy-Metz a dévoilé les chiffres vendredi soir. Cela concerne les données arrêtées au vendredi 14 janvier à 13 h. Dans l'Académie, 415 classes étaient fermées, soit 2,3%. Au total, il y avait plus de 12 000 cas confirmés de Covid chez des élèves et 567 parmi le personnel des établissements scolaires. En Moselle, 4 écoles étaient entièrement fermées et au total 217 classes fermées à cause du Covid.
Dans ce contexte de pandémie exacerbée par le variant Omicron, le télétravail est obligatoire durant 3 jours minimum par semaine dans les entreprises qui le peuvent, et ce depuis le 3 janvier. De nombreux salariés sont donc cantonnés à leur domicile et désertent du coup les commerces. Tout un pan de l'économie mosellane est donc touché par ces mesures. Jean Milon et Ghislain Schumacher sont allés à la rencontre de commerçants. En ce début d'année, ce bar messin sonne creux. Après le pass sanitaire et la consommation assise, le télétravail est venu impacter l'activité de l'établissement. Le peu de clients qui venaient pour travailler en ville, quand on retrouvait à midi ou après la fête de travail, on les a plus parce qu'ils sont en télétravail. On a déjà perdu au moins 40% de la clientèle et ça va se dégrader encore plus, on va dépasser les 50%. Bientôt on n'aura plus personne. On va finir par avoir plus de personnel que le client. Avec ce coup dur pour les métiers de bouche, c'est toute une économie qui se dégrade. Cette blanchisserie, habituée à laver le linge de table des restaurateurs, a beaucoup moins de demandes. S'ajoute à ça l'absence des travailleurs. Les personnes qui travaillent en télétravail, ils ne ramènent pas de costume au nettoyage. Ils n'ont pas besoin d'être habillés. Ils sont à la maison. Ils ne mettent pas de costume. Alors les costumes qui venaient régulièrement tous les semaines, on les a plus. On les a une fois par mois, peut-être, et encore. Autre conséquence du télétravail obligatoire, 10% des trains habituels ne circulent plus. Dans les commerces attelant à la gare de Metz, la clientèle se fait donc plus rare. Le mois de janvier, c'est vrai que c'est un mois assez calme, mais là on le ressent comparé aux autres années où vraiment il y a moins de monde, moins d'affluence. Les bus, les trains, nous c'est notre clientèle, donc forcément on est directement impacté. Je dirais on a au moins entre 15-20% de pertes comparé à d'habitude. Qui dit moins de trajets professionnels, dit moins de réservations dans les hôtels. Quelques voyageurs d'affaires viennent encore séjourner ici, mais ils ont dû changer leurs habitudes. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'accueillir des clients qui apparemment ils sont installés ici dans la salle de petit déjeuner, notamment pour suivre leur télétravail en cours de soirée. On peut voir ça maintenant, c'est devenu pas salle de petit déjeuner, mais un petit peu le salle de télétravail aussi. Les salons de coiffure sont eux aussi touchés. Beaucoup de leurs clients sont cantonnés à leur domicile et portent donc moins d'importance à leur apparence. Les messieurs, vous arrivez avec les cheveux très longs parce que comme il y a le télétravail, ils vont moins souvent chez le coiffeur. Par contre, les femmes vont faire un petit peu de coloration, mais elles vont refaire un petit peu par elles-mêmes aussi. Les gens vont moins chez le coiffeur. On n'est pas du tout une priorité, oui. Ces commerçants et ces artisans devront prendre leur mal en patience au moins jusqu'au 24 janvier, date à laquelle le télétravail obligatoire pourrait prendre fin. Côté sport, hier s'est joué un match très serré pour l'équipe Fagnon du basket club du Pays de Bitche. Dans le cadre de la Coupe du Crédit Mutuel, elle a affronté l'équipe d'Eschbar-Valbourg, un adversaire qui évolue 2 niveaux au-dessus. Les basketteurs du Pays de Bitche ne se sont pas laissés démonter et ont même failli réussir l'exploit, délivrant au passage un beau spectacle pour les supporters venus les encourager. Thibaut Desmarlais a assisté au match. 2 équipes qui n'ont rien lâché. Le BCP de Bitche a affronté l'équipe d'Eschbar-Valbourg pour les 16e de finale de la Coupe du Crédit Mutuel. Une rencontre entre 2 clubs qui n'en démordent pas. Dès le début du match, les hommes de John Pierrot en rouge imposent leur jeu et enchaînent les paniers. L'équipe alsacienne tente de suivre au score. Le BCP de Bitche réussit à conserver un écart de points confortable jusqu'à la fin de la 2e période, 43-36. C'est à partir de la 3e période que la rencontre va s'intensifier. À peine un ballon est arrivé dans un panier, qu'un autre est déjà marqué en face. Le club d'Eschbar-Valbourg arrive à réduire l'écart de points, 59-56 pour le Pays de Bitche. C'est dans la dernière période que tout s'est joué. Malgré la fatigue, les 2 équipes refusent de baisser les bras. Malgré l'effort de l'équipe rouge et une fin de match très serrée, le club alsacien remporte la rencontre. Donc c'est notre premier match de cette année avec un entraînement assez chaotique. Donc quelque part la combativité était présente, à savoir qu'il y a 2 niveaux de différence entre nous et eux, et qu'on n'a largement pas été ridicule. Score final, 77-76 pour Eschbar-Valbourg. Les supporters étaient présents jusqu'au bout pour soutenir le BCP de Bitche. Le club alsacien n'est pas inconnu dans le secteur. On se connaît, on sait comment on joue et ils savent très bien que quand ils viennent à Bitche, la citadelle était imprenable, on a toujours voulu que le COSEC reste imprenable. Hélas, on n'a pas réussi, mais -1, franchement, c'est une grande prestation. C'est terminé pour les hommes de John Pierrot pour la Coupe du Crédit Mutuel. Ils se concentrent désormais sur le championnat départemental en 3e division. Invaincus en 10 matchs, ils sont premiers au classement et souhaitent jouer le titre.
Clap de fin pour les sapins. Certains sapins de Noël sont compostés, d'autres sont donnés aux animaux. À Rohrbach, la tradition veut qu'ils soient broyés. Près de 300 sapins ont été réduits en morceaux par les arboriculteurs ce samedi, mais pour la bonne cause. Après avoir déposé son sapin, on pouvait acheter un jus de pomme chaud. Tous les bénéfices de cette action doivent ensuite être reversés à l'association Autour des Williams, qui œuvre pour la recherche médicale autour de la maladie génétique rare Williams-Buren. Un jeune de la commune en est d'ailleurs atteint. Les organisateurs avaient déjà récolté 300 € grâce à l'opération Jeudi de Noël. Les restes de sapins, quant à eux, seront utilisés par les ouvriers municipaux pour les plantations de la ville. Après les sapins de Noël, place au concert de Nouvel An. Si le concert du Nouvel An de Vienne est une tradition à travers le monde, celui de Sarralbe est devenu avec le temps une véritable institution dans notre région. C'est l'événement culturel incontournable du mois de janvier et c'est avec plaisir que le public est venu nombreux assister à ce concert hier après-midi. Reportage de Catherine Henrich et Thibaut Desmerlet. C'est une tradition à Sarralbe depuis plus de 20 ans. Le mois de janvier est marqué par le concert du Nouvel An. Chaque année, l'événement fait le plein. Après 2 années blanches, le concert a pu être donné dimanche dans la salle socio-culturelle du complexe François Mitterrand. Au programme, musique de film, opérette et opéra italien interprétés par la Philharmonie de Strasbourg, dirigée par Rémi Abraham. Un concert qui s'est terminé comme à Vienne, Nouvel An oblige, par l'incontournable marche de Radetzky. Dimanche après-midi, c'était salle comble au Casino des Faïenceries. Programmé dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, mais reporté à 2 reprises, le spectacle Tanguissimo a enfin pu avoir lieu pour le plus grand plaisir des spectateurs qui ont été transportés en Argentine le temps d'un après-midi au son du tango. Retour en images et en musique dans ce reportage de Christelle Reviaco. On se croirait presque dans les rues de Buenos Aires. Le nouveau spectacle de la saison culturelle de Sarreguemines a mis le tango argentin à l'honneur, véritable art de vivre en Argentine. 4 musiciens ont joué plusieurs morceaux, dont l'un des tangos instrumentaux les plus vieux, El Choclo, qui date de 1903. Il fut le premier enregistré par la maison Pathé en France en 1905. Et pour l'occasion, 2 danseurs professionnels ont accompagné ce morceau. Sur scène, un instrument a attiré l'attention aux côtés des autres plus classiques, le bandoneon. Cet instrument à vent, considéré comme l'âme du tango, est un symbole de la culture musicale en Argentine. On change radicalement de registre pour parler web et politique dans la chronique de Marie Morgan. L'élection présidentielle approche et Marie Morgan, tu as voulu partager des idées d'application sur ce thème. Exactement, et parce qu'avec la multitude de candidats, ils sont actuellement une quinzaine à s'être déclarés. Entre toutes les informations qu'on peut entendre ou lire chaque jour, il peut être un petit peu difficile de faire le point, de se poser et de faire le tri entre les programmes des différents candidats. Une difficulté qui semble encore plus présente chez les jeunes, puisque selon des récents sondages, les 18-30 ans, moins de la moitié des 18-30 ans envisagent de ne pas, plus de la moitié, excusez-moi, des 18-30 ans envisagent de ne pas aller voter à l'élection présidentielle de 2022. Alors comment les embarquer dans cette importante actualité politique? J'ai déniché 3 applications pour les aider et pour vous aider. La première, c'est Élysée. Elle a été créée par Grégoire Cascara, un étudiant de 22 ans. Le principe est simple, on ouvre l'application et là on nous propose une proposition de loi d'un candidat sans nous préciser lequel. Et si on veut plus d'informations, il suffit de cliquer sur l'onglet En savoir plus. Puis, si on est d'accord avec cette proposition, on swipe vers la gauche. Et si au contraire on n'est pas d'accord, on swipe vers la droite.
Ça ressemble à une célèbre appli de rencontre, non? Exactement, ça reprend complètement les codes de Tinder, sauf qu'à la place de profils de célibataires, eh bien, ce sont des idées politiques qu'on va choisir. Il y en a environ au total 500. Alors vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, mais il faudra quand même prendre le temps d'en faire au moins une centaine pour ensuite accéder à un podium de candidats qui pourraient potentiellement vous convaincre par leur programme. Sinon, vous allez risquer un petit peu d'avoir des surprises, parce que j'ai testé moi-même. Après seulement une cinquantaine de propositions, j'ai jeté un œil à mon podium de candidats et j'étais un petit peu surprise du résultat. Alors en fait, il suffit qu'on choisisse justement juste deux propositions de candidats, d'un même candidat, et si voilà, on est d'accord avec celle-ci, eh bien ça nous place directement ce candidat à la première place. Mais au fur et à mesure des choix, ça s'affine. Il y a aussi un onglet qui recense l'ensemble des propositions classées par thématique, environnement, économie, éducation, etc. Ouais, il faut tenir bon et en faire beaucoup. J'avoue que moi-même j'ai testé, mais alors j'en ai fait quelques 200 des questions. Mais au final, le résultat était bluffant parce que ça correspondait parfaitement. Marie-Morgane, tu as une autre application que tu voulais nous présenter. Oui, et son nom est facile à retenir, c'est Présidentielle 2022. Et là, on y trouve plusieurs choses. Déjà, on va pouvoir suivre plus particulièrement un ou plusieurs candidats. Cela va vous permettre de comparer les programmes de chacun, mais aussi de suivre les dernières actualités qui les concernent grâce à des liens vers des articles de presse. L'application propose également un petit questionnaire sur chaque candidat. Alors, pour ceux qui aiment les quiz, c'est fait pour vous. On a aussi accès au sondage officiel pour voir quel candidat est en tête des intentions de vote au fil des semaines. Et si vous suivez assidûment la présidentielle, vous pouvez chaque jour aller dans l'onglet Voter. Vous aurez à chaque fois 10 points à attribuer aux candidats qui vous ont convaincu. Et si à l'inverse, vous semblez complètement perdu, direction la partie Quel candidat choisir. Cela vous renverra vers un test à effectuer avec 16 questions. Et à l'issue, vous aurez une fiche avec le candidat qui vous correspondrait le mieux. Attention là non plus à ne pas s'arrêter sur le résultat de ce test. Il n'y a pas beaucoup de questions, donc le résultat peut ne pas forcément correspondre à vos attentes. Et n'hésitez pas à lire les fiches de chaque candidat pour vous faire une idée plus précise. Et dans l'ensemble, cette appli, c'est un bon moyen de s'y retrouver au fil de la campagne. Et la troisième appli, alors, c'est laquelle ? Alors elle s'appelle QPQ pour qui pense quoi. Sur la page d'accueil, elle vous propose l'information en bref du jour. Vous avez aussi accès à la liste de tous les candidats déclarés ou pressentis. L'application vous propose une courte biographie de chaque personnalité et vous résume ces 5 mesures emblématiques. Elle prévoit aussi de mettre à disposition le programme complet de chaque candidat dès qu'ils seront officialisés. Alors cette fois-ci, pas de test pour savoir quel candidat vous correspond, mais ça permet d'avoir un bon condensé de l'actualité politique. Alors je vous conseille surtout cette application si vous souhaitez suivre plus assidûment la campagne électorale. Elle vous résume les articles de presse, donc pas besoin de tout lire en intégralité, mais vous aurez les informations principales. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin, l'application vous propose un lien vers l'article complet. Et merci Marie-Morgane pour ces informations sur ces 3 applications. Mais alors, en plus de s'informer sur l'élection, l'important, peut-être le plus important aussi, c'est déjà d'être inscrit sur les listes électorales. Oui, et sachez que vous pouvez effectuer cette démarche en ligne sur le site servicepublic.fr. La démarche est gratuite, mais attention, il faudra le faire avant le 2 mars 2022 pour pouvoir voter à l'élection présidentielle. Et on n'y manquera pas. Merci Marie-Morgane. On continue avec la politique dans un instant. Pierre-Jean Didiot n'est pas candidat à l'élection présidentielle, mais le maire de Sarralbe est aujourd'hui face à l'objectif. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, vous avez peut-être vu passer l'information dans les médias. Une éruption volcanique de grande ampleur a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi aux îles Tonga dans l'océan Pacifique. L'onde de choc a été planétaire et visible depuis les satellites. Le bruit de l'explosion a été entendu jusqu'en Alaska, à plus de 9000 km. Voici une représentation de la taille de l'éruption à l'échelle de la France.
De nombreux pays étaient même en alerte tsunami. Et en ce qui concerne notre territoire, à plus de 17 000 km, l'onde de choc a été traduite par une variation importante de la pression atmosphérique, ce qui ne devrait pas pour autant perturber la météo pour demain. Les brumes et bancs de brouillard présents le matin vont se dissiper assez rapidement, mais le temps reste bien gris. Tout au plus, quelques rayons de soleil réussissent à percer l'après-midi. Côté température, les minimales restent fraîches avec 0 à 1 degré et les maximales ne dépassent pas les 5 à 6 degrés. Demain, nous fêtons les Prisca et il fera jour de 8h21 à 17h09. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Face à l'objectif, c'est un format d'interview que nous vous proposons en ce début d'année. Aujourd'hui, c'est le maire de Sarralbe, Pierre-Jean Didiot, qui a répondu à mes questions. Une interview enregistrée à l'extérieur vu le contexte sanitaire. Pierre-Jean Didiot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maire de Sarralbe, la 3e commune la plus peuplée de l'arrondissement de Sarreguemines. Quelle a été l'action la plus remarquable à Sarralbe en 2021 ? Je pense que c'est la création du lotissement, puisqu'effectivement c'était dans notre projet communal de créer de nouvelles places à bâtir pour accueillir une population nouvelle. Nous avons livré le lotissement en temps et en heure. Et de manière générale, quel est le bilan que vous dressez de l'année 2021 pour la commune de Sarralbe ? Ce qui est important pour nous, c'est l'ensemble du programme que nous avions présenté à nos électeurs lors des dernières élections municipales. Eh bien, on peut dire que 95% de ce programme soit est déjà réalisé, soit est déjà sérieusement sur les rails pour une réalisation concrète. Donc ça s'inscrit déjà dans la réalité du paysage au niveau de Sarralbe. Donc un gros travail en amont. Pas simplement des paroles, mais surtout des actes et des faits qui confirment effectivement que ce que nous avons dit, nous sommes en train de le réaliser. Et comment se porte Sarralbe aujourd'hui? Quelle est votre vision? Je pense notamment en termes d'économie, mais aussi de démographie. En termes d'économie, en termes industriels, nous avons une situation industrielle qui est très stable et j'allais dire qui est même très positive. Ineos est toujours sur ces marchés qui concernent le polyéthylène, le polypropylène. Notre premier employeur de la ville, la société Litch International, continue effectivement dans ces créneaux qui sont ceux de l'aéronautique. Il y a eu les soucis avec le Covid puisque le transport aérien a été suspendu, mais les choses reprennent une vraie dynamique et la chaudronnerie aussi fonctionne très bien. Pour simplement vous donner un chiffre, la commune de Sarralbe, une commune de 4500 habitants, compte 2200 emplois réels. Donc on voit qu'il y a un très bon ratio population et emploi sur notre ville. Concernant la démographie, puisque c'était l'autre volet de votre question, je crois qu'on a perdu 10 ou 15 habitants par rapport
au dernier recensement. Et je veux dire, on l'explique très bien puisque nous avons 2 gros immeubles rue d'Aïch qui sont pratiquement à l'abandon. Ça représente plus de 70 appartements. Il y a un travail en cours à l'heure actuelle pour leur donner une nouvelle vie. On est sur des pistes tout à fait sérieuses. Donc je pense qu'on va retrouver de nouveau une dynamique de croissance. Je vous ai parlé en préambule du lotissement que nous avons livré en temps et en heure. Et nous avons aussi des projets notamment sur du logement social. Donc je pense que les voyants sont au vert concernant ces 2 volets, l'industrie, l'emploi et la dynamique démographique. Et quels sont les projets là pour 2022 ? Ce matin, nous avons démarré les travaux concernant la crèche communale qui sera livrée, qui sera donc proposée aux parents dès la rentrée de septembre 2022. Vous savez aussi que 240 maisons sur Sarralbe qui sont à proximité d'Ineos vont pouvoir démarrer leurs travaux dès 2022. C'est un dossier qui est suivi par la communauté d'agglomération. Et bien là, ce sont des habitants qui vont pouvoir bénéficier de travaux pour plus de sécurité. Ce sont quand même 240 maisons. Donc là, c'est dans le cadre du PPRT. Dans le cadre du PPRT. Nous allons aussi agrandir le foyer d'Aïch. C'était là encore, disons, un de nos engagements. Dès 2022, nous serons au travail. Concernant des travaux d'isolation sur le centre culturel et sportif qui a maintenant plus de 20 ans, c'est un énorme chantier que nous lançons. Nous attendons encore un cofinanceur et nous remplaçons plus de 130 fenêtres au niveau de la mairie. Mais à côté de ça, il y a 2,7 km de travaux de voirie qui vont être réalisés sur la traversée d'Aïch. Nous allons aussi refaire la rue des Fauvettes et la rue des Hirondelles. Nous attendons simplement que la communauté d'agglomération termine ses travaux d'assainissement. Nous avons le 3e volet de travaux concernant le cimetière de la montagne et un permis de construire a été déposé pour une chambre funéraire. Donc vous voyez qu'en termes de travaux, l'année sera bien remplie. Mais à côté de ça, on travaille aussi sur le cadre de vie puisque la commune vient de faire l'acquisition de 6 hectares qui appartenaient au domaine d'Ineos. Et vous savez que nous avons un projet de création d'un parc public. Donc très vaste programme pour 2022. 2022, c'est aussi une année d'élections législatives. Est-ce que vous serez candidat? Parce que les rumeurs vous ont souvent prêté l'intention d'être candidat. Vous ne l'avez finalement jamais été. Est-ce que vous le serez cette année? Je crois que vous avez raison de dire que l'année 2022 est une année d'élections. Tout d'abord l'élection présidentielle et les élections législatives qui vont suivre. Je crois qu'il est important que nos concitoyens retrouvent le chemin des urnes, puisque vous savez que lors des dernières consultations, le parti majoritaire en France a été l'abstention. Là, des grands choix devront être faits, des choix de société. Je pense notamment en ce qui concerne l'environnement. Quelle est la terre que nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Est-ce qu'elle sera encore réellement habitable pour nos petits-enfants? L'inflation qui est en train de galoper à l'heure actuelle, eh bien, on sait qu'elle va ponctionner du pouvoir d'achat auprès des actifs, mais aussi auprès des retraités, qui ont déjà été beaucoup ponctionnés avec l'augmentation de la CSG. On connaît l'état, j'allais dire, catastrophique, l'état financier catastrophique de nos hôpitaux, notamment de nos hôpitaux publics. On sait que le déficit du commerce extérieur se monte à plus de 100 milliards. Ça veut dire que la France continue de se désindustrialiser. Je crois que les Français ne peuvent pas rester les bras croisés. Je ne resterai pas les bras croisés vis-à-vis de ces défis qui sont devant nous et où les Français devront prendre réellement leur pleine part pour s'exprimer, pour que la démocratie fonctionne à nouveau. Je crois que le président de la République avait dit à sa majorité des députés qu'ils devaient être fiers d'être des amateurs. Je pense que s'il y a un objectif qui a bien été rempli, c'est bien celui-là. Ils ont prouvé leur amateurisme et je crois qu'il est enfin temps de reprendre de nouveau la réalité des terrains et de travailler avec des gens d'expérience. Pour répondre à votre question, je crois qu'il va falloir encore attendre quelques semaines et peut-être quelques mois pour avoir une réponse très précise. Ok, on a hâte d'avoir cette réponse. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie. Belle journée à vous. Et c'est déjà la fin de cette émission. Je vous retrouve demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.